file un mauvais... Je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse et même un peu d'angoisse. Hein. Vraiment, je pense que le monde occidental file un mauvais coton, comme disait ma pauvre grand-mère. Donc il y a cette volonté de démantèlement des États. Et ça, c'est bien les États-Unis qui sont derrière. La Russie et la Chine devraient rendre la monnaie de sa pièce à Washington. Une des conséquences du voyage de Mme Pelosi, c'est qu'elle a contribué à jeter Pékin dans les bras de Moscou. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esprit de l'ambassadeur, il ne pense pas forcément rééducation, il pense propagande. À mon avis, il aurait le fait de faire une interview en chinois et puis avec un interprète qui aurait peut-être mieux précisé sa pensée. On l'a vu, le journal Le Monde a réagi à ce rapport d'Amnesty International en disant toutes les vérités sont peut-être pas bonnes à dire. Incroyable. On a maintenant des médias qui récitent un narratif. Est-ce que les Français sont d'accord pour détruire le niveau de vie, comment dirais-je, se geler cet hiver, avoir des prix des hydrocarbures, etc., qui flambent? Tout ça pourquoi? Tout ça parce que il faudrait que l'Ukraine, dirigée par un régime corrompu avec des affinités néo-nazis, entre dans l'OTAN à la demande pour les intérêts géopolitiques américains. C'est ça la vérité. Je pense que l'Occident est en train de perdre pied, de s'enfermer. Il y a un nouveau rideau de fer, mais on est du mauvais côté cette fois-ci. Alors François Asselineau, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver sur le plateau de VA+. On vous avait déjà invité pour l'entre-deux-tours pour débattre avec Didier Maisto et c'était une interview qui avait beaucoup plu, donc on est ravis de vous revoir. Aujourd'hui, on va particulièrement parler de la scène internationale qui a été quand même un peu mouvementée ces dernières semaines. Je vais commencer d'ailleurs par la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis sur l'île de Taïwan. Pouvez-vous nous expliquer quel était le but de cette visite controversée et quelles peuvent être ses conséquences sur la politique menée par la Chine par rapport à l'île de Taïwan et plus largement par rapport au conflit ukrainien? Alors, il y a plusieurs explications qui sont avancées. On dit que Mme Pelosi aurait poursuivi des objectifs de politique intérieure en vue des élections de mi-terme, peut-être aussi des objectifs personnels. On dit que son mari aurait des intérêts à Taïwan. Il est vrai que Mme Pelosi, c'est quand même une femme qui sent un peu le soufre. J'ai vu que dans les médias français, on n'en parle pas beaucoup, mais son père était d'une famille italo-américaine des années 30. Il avait, semble-t-il, parti lié avec des choses qui n'étaient pas très reluisantes. Il suffit d'aller vérifier sur Internet. Je vois que son fils, actuellement, le fils de Mme Pelosi, est poursuivi pour des choses. Donc, c'est quand même une femme, alors qu'elle a de la poigne, qui a du tempérament. Elle a quand même 82 ans, ce qui est quand même assez remarquable. Mais je pense qu'elle n'a pas froid aux yeux et que c'est quand même une femme qui est habituée à traiter avec des gens qui sont à la limite de la légalité, pour ne pas dire carrément en dehors de la légalité. Alors, est-ce qu'elle a poursuivi aussi ce genre d'objectif? Est-ce qu'elle a été corrompue peut-être par des intérêts taïwanais? Parce que les Taïwanais sont champions pour proposer de l'argent pour qu'on les reconnaisse. Il se trouve que moi, je suis allé à Taïwan, c'était déjà il y a longtemps, c'était au moment où Mitterrand et Roland Dumas avaient décidé de vendre des frégates à Taïwan, des frégates militaires, donc ça avait fait un scandale vis-à-vis de la République populaire de Chine. C'était dans les années 93-94. Moi, j'étais chef de bureau Asie-Océanie aux finances. On m'avait demandé d'accompagner le mouvement. Les Chinois avaient fait des représentations vigoureuses en disant qu'il y aurait des sanctions. Mais pourquoi, en définitive, la France avait-elle fait ça? Parce qu'il y avait de l'argent et des rétrocommissions. Et on le sait, il y a eu dedans, je ne vais pas ici rappeler les scandales ayant éclaboussé Roland Dumas et d'autres personnes. Madame de Vier-Joncourt et tout. Donc il y a peut-être derrière tout ça des histoires de gros sous, ça n'est pas impossible du tout. Maintenant, Madame Pelosi, elle est la numéro 3 de l'État fédéral américain, puisque je rappelle que si Joe Biden
était empêchée ou décédait, et il serait remplacé par Kamala Harris, mais si elle-même était à son tour empêchée, eh bien c'est Madame Pelosi qui deviendrait présidente des États-Unis. Donc c'est quand même quelqu'un de très haut niveau. Et il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment souligné, à mon avis, en France dans les médias, où il y a un parti pris en faveur de Madame Pelosi, en faveur de Taïwan, ce qui est très nouveau d'ailleurs, parce que je peux vous dire que quand j'étais jeune dans les années 80 du XXe siècle, le parti pris était tout à fait favorable à la République populaire de Chine. Ce n'était pas le même régime d'ailleurs à Taïwan. Ça a quand même beaucoup changé depuis lors. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est que lorsque les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine, ça a mis du temps. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les États-Unis interdisaient à tous les pays occidentaux de reconnaître le régime de Mao. Et le premier qui a rompu ça, c'est Charles de Gaulle, qui a annoncé en janvier 64 qu'il allait reconnaître la République populaire de Chine. Et les émissaires, il avait envoyé comme émissaire, je crois que c'était Edgar Faure qui avait été envoyé comme émissaire, et Mao avait été intransigeant, la reconnaissance impliquait la fin des relations diplomatiques avec la Chine nationaliste, comme on disait à l'époque, la Chine de Formose. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'a jamais eu, il n'y a jamais eu d'exception à ce principe fondamental posé par Pékin. C'est fromage ou dessert, c'est Pékin ou Taïwan. Hein, voilà, on ne peut pas reconnaître les deux. Alors, les États-Unis ont beaucoup attendu. Henry Kissinger, qui était le secrétaire d'État auprès de Nixon et qui était assez fasciné par la politique gaullienne, avait compris que c'était quand même intelligent ce qu'avait fait de Gaulle, et donc à partir de 70-71, il a conseillé à Nixon de se rapprocher. Il y a eu le fameux voyage en 72 de Nixon à Pékin. Auparavant, les États-Unis avaient levé l'interdit de l'entrée de la Chine populaire aux Nations Unies. Il y a une résolution qui a été présentée par l'Albanie. Les États-Unis ont essayé de faire en sorte qu'aux Nations Unies, les Nations Unies reconnaissent les deux régimes en même temps. Ça n'a pas marché. La majorité des États de l'époque a donc adopté la résolution albanaise qui excluait Taïwan, et donc la délégation taïwanaise est partie lorsque la délégation pékinoise est entrée dans la salle. Alors les États-Unis, tout au long des années 70, ont tergiversé. Ils ont fait des pressions considérables sur Pékin pour que Pékin accepte qu'il y ait une reconnaissance double à la fois de Pékin et de Taipei, et les Chinois ont absolument refusé. Et c'est le président Carter, en janvier 79, qui a signé l'accord de reconnaissance diplomatique de la Chine continentale. Et dans cet accord, et c'est ça qui est fondamental, il est précisé que le peuple américain, d'abord, il est précisé que les États-Unis d'Amérique reconnaissent le principe d'une seule et unique Chine. Et plus loin, il est précisé que le peuple américain conserve la possibilité d'avoir des relations culturelles, touristiques, économiques avec l'île de Taïwan, mais il est précisé à l'exception de toute rencontre officielle. Voilà. Et si vous voulez, ce qu'a fait Madame Pelosi, c'est une violation. Okay, Mike, it's all you now. Divert the asteroid off its path. Where's Mike? He's getting a haircut. He's getting a haircut now? Technically, it's not... Si vous voulez, ce qu'a fait Madame Pelosi, c'est une violation expresse de l'engagement par un traité international des États-Unis. Ça n'a pas été suffisamment dit. Alors certes, il y en a qui disent, il y a 25 ans, 26 ans, il y avait le président de la Chambre des représentants qui était allé à Taïwan. C'est exact. D'ailleurs, Pékin avait déjà protesté, sauf que c'était il y a 25 ans. Et que depuis lors, la Chine est devenue la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, a augmenté considérablement ses forces militaires, continue à les augmenter à toute allure, et donc maintenant, c'est plus la Chine d'il y a 25 ans. Moi, je suis allé en Chine avec ma femme il y a 25 ans,
c'est encore un pays très très pauvre. Maintenant, c'est un pays, il y a des zones qui sont encore très pauvres, mais c'est un pays qui a des zones extrêmement riches. Il y a une gigantesque classe moyenne qui est arrivée, et puis maintenant c'est un vrai pays avec une vraie puissance militaire. Donc, Madame Pelosi, elle est arrivée là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Pour des raisons que j'ai évoquées au début, je ne sais pas si c'est des raisons personnelles, politiques ou financières, ou de la corruption, ou simplement pour, je ne sais pas, pour se faire remarquer, mais en tout cas, le bilan pour l'instant est un désastre. C'est un désastre pour les États-Unis, parce que, certes, elle y est allée, d'accord, ok. Mais ensuite, les Chinois, vous l'avez vu, ont fait pendant 4 jours des exercices militaires comme jamais ils n'avaient fait, avec des missiles qui ont survolé l'île de Taïwan de part en part. Ils ont fait quasiment un blocus, et Washington n'a pas bougé. Ça veut dire qu'ils ont montré que les États-Unis n'osaient pas entrer en choc frontal avec l'armée chinoise. Donc, Madame Pelosi a administré la preuve contraire de ce qu'elle voulait prouver. Et puis, par ailleurs, il y a des retombées, on va en parler certainement, mais maintenant, l'une des conséquences du voyage de Madame Pelosi, c'est qu'elle a contribué à jeter Pékin dans les bras de Moscou. Puisque déjà que Pékin se rapprochait de Moscou sur l'affaire ukrainienne, mais maintenant, la Chine, il y a eu des déclarations il y a quelques jours de l'ambassadeur Chang Hanhui, l'ambassadeur de Chine en Russie, qui sont... moi, j'avais jamais vu des déclarations pareilles. Enfin, il y a maintenant, c'est quasiment une déclaration de guerre verbale entre la Chine et la Russie. Donc, elle a en fait jeté de l'huile sur le feu, sans compter que par ailleurs, les alliés des États-Unis dans la région, comme la Corée du Sud et le Japon, sont furieux, parce qu'ils savent... Vous savez, l'Extrême-Orient, je connais bien, j'ai vécu au Japon, je suis allé très très souvent en Chine, j'ai accompagné Chirac et beaucoup de ministres dans les années 90 pour rencontrer le plus haut niveau de l'État, le gouvernement chinois. Il y a quelques principes fondamentaux à avoir avec les Chinois. Premièrement, c'est mians, c'est-à-dire la face, le souci de la face. Il peut y avoir des arrangements par la porte de derrière, comme on dit en chinois, mais à condition de sauver les apparences. Or là, Madame Pelosi, elle a vraiment fait une gifle. Et ça, les Chinois ne l'accepteront jamais. Donc ça, je pense que c'est une très très grave erreur en termes psychologiques et diplomatiques. Et puis, il y a le principe du respect de la parole donnée. Et puis, il y a aussi, mais là, je ne veux pas être trop long, il y a aussi tout l'historique. Toute l'histoire, non seulement l'histoire de Taïwan, mais il y a aussi l'histoire plus généralement des relations entre la Chine et l'Occident qui remonte à la surface. Je pourrais vous en parler pendant des heures. En parlant encore de Taïwan, l'ambassadeur de Chine en France a dit récemment qu'une fois réunifiée à la Chine, Taïwan soutiendrait cette réunification grâce à, je cite, une rééducation. Est-ce que ces propos vous choquent ou est-ce que on les a provoqués? Alors, moi, alors, d'abord, je ne suis pas là, je ne suis pas pour défendre particulièrement l'intérêt de la Chine ou de Taïwan. Je trouve que je connais les deux, que j'ai vu les dirigeants dans les années 90 des deux côtés. Au passage, je signale ce que l'on ne sait pas suffisamment, c'est que entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, il y avait des relations familiales. Bon. Je ne suis pas là, vous savez, moi, quand j'essaie de comprendre les pays du monde arabe, on dit que je suis, comment dirais-je, babouchophile. Après ça, quand je défends le point de vue russe, on me dit que je suis poutinolâtre. Alors là, on va dire que je suis un sinophile, etc. Non, j'essaie de comprendre la situation. La situation, c'est que il n'est pas raisonnable de faire ce qu'ont fait les États-Unis. Je rappelle que la Chine, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants, la première puissance militaire du monde, économique du monde, une puissance militaire de plus en plus importante, un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, enfin bref, et également en pointe sur des quantités de sujets, notamment par exemple pour faire des éoliennes, il faut des terres rares, 91% se trouvent en Chine continentale. Donc c'est évident qu'on ne peut pas préférer Taïwan à la Chine. Bon. Deuxièmement, on ne va pas changer les Chinois. Enfin, c'est pas vous, pas moi. Ils n'admettent pas que Taïwan ne soit pas une partie de la Chine.
Taïwan a été pendant 220 ans une partie intégrante de l'empire chinois. Donc à partir des années 1660 jusqu'en 1895, donc sous la dynastie Mandchoue. En 1895, c'est le Japon colonialiste qui a piqué Taïwan. Bon, les Américains, il y a des gens, je vois, qui ergotent sur l'histoire de Taïwan en disant oui, ça n'a été que 200 et quelques années. Avant, c'était des aborigènes. D'accord. Enfin. Comme la Russie et le Donbass précisément. Voilà, mais Taïwan est quand même plus, Taïwan est quand même plus chinois qu'américain, si vous voulez, parce que les États-Unis d'Amérique n'ont absolument aucun droit sur Taïwan. Bon, donc, pour revenir à votre question directe, l'ambassadeur de Chine, j'ai vu l'interview. Je veux pas le dédouaner, mais je pense qu'il parle très bien le français, mais peut-être pas, il a peut-être pas parler de rééducation. Voilà, parce que c'est le journaliste qui lui a dit est-ce qu'il faudrait rééduquer. Il a dit oui, il faudrait une rééducation. Bon, donc effectivement, ça fait penser pour nous un camp de rééducation. Moi, j'ai quand même vu plutôt un piège. Bon, encore une fois, je ne vais pas dire que je donne un satisfecit au gouvernement chinois. Bon, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esprit de l'ambassadeur, il ne pense pas forcément rééducation, il pense propagande. Parce que ce qui est exact, c'est que pendant des décennies, le régime de Taipei était d'accord sur le principe d'une seule Chine. Sauf qu'il disait que c'était eux les vrais représentants. Chiang Kai-shek s'était réfugié en 1947 à Taïwan, et donc il disait que c'était eux qui étaient les vrais représentants. Bon, donc sur le principe de l'unification, ils étaient d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur qui représenterait en définitive. Alors que ce qui est tout à fait nouveau, c'est avec le nouveau parti qui est apparu il y a quelques années, derrière lequel il y a évidemment les États-Unis, avec la présidente actuelle, qui est une femme tout à fait sympathique, mais c'est une idée nouvelle qui est l'idée de l'indépendance. Et ça, ce que dit l'ambassadeur de Chine, c'est qu'il dit le peuple de Taïwan, il est tout à fait pour l'unification, et depuis maintenant un certain nombre d'années, on lui a mis dans la tête qu'il fallait l'indépendance. Donc ce qu'il faudra, c'est que nous, une fois qu'on l'aura réunifié, eh bien on fera, alors il a mis rééducation, donc ça a choqué, mais c'était le mot que lui avait soufflé quand même le journaliste, il veut dire il fera la propagande inverse, en définitive. Et je voudrais ici revenir sur quelque chose, prendre de la hauteur de vue, parce que c'est extrêmement important. Que cherchent les États-Unis? Ils cherchent en fait, avec la Chine, la même chose que ce qu'ils cherchent avec la Russie, avec le Moyen-Orient, avec l'Union européenne, parce que derrière, j'ai fait des conférences là-dessus sur la politique de l'Europe des régions. C'est la politique qui a été inventée sous les Grecs anciens ou sous les Romains, dividare ut regnare, divide and conquer, on dit en anglais, diviser pour régner. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette volonté américaine de soutenir l'indépendance de Taïwan, qui elle-même est tout à fait nouvelle, va de pair avec une politique constante sur le soutien au Tibet, le soutien aux Ouïghours, et vous avez des cartes qui circulent où l'on voit une Chine dépecée avec le pays ouïghour, avec le tibétain, avec même la Mongolie extérieure, avec voilà, de la même façon que vous voyez des cartes qui circulent au Parlement européen avec un démantèlement des États-nations de l'Union européenne, par exemple avec une Catalogne indépendante, par exemple une Écosse indépendante, par exemple une Bretagne indépendante. Donc il y a cette volonté de démantèlement des États. Et ça, c'est bien les États-Unis qui sont derrière. Et moi, je trouve que, si j'ose dire, que la Russie et la Chine devraient rendre la monnaie de sa pièce à Washington. Moi, j'avais fait une université d'été de l'UPR il y a quelques années. J'avais invité à cette université le vice-président américain, donc, du Parti pour l'indépendance du Texas. Parce que ça existe. C'est pas folklore, enfin je crois qu'il fait quand même 5 à 10% des voix. Hein. Donc il faudrait, si vous voulez, il y a un principe fondamental en droit international, c'est qu'on ne s'occupe pas des affaires intérieures des autres États. Mais si vous avez un État qui passe son temps à essayer de semer la zizanie, de diviser, on a vu les cartes qui avaient circulé sur le nouveau Moyen-Orient, où il s'agissait de tronçonner l'ensemble du Moyen-Orient sous entité, les États-Unis ont tronçonné la Yougoslavie en morceaux, et même la Serbie avec le Kosovo, ils ont tronçonné le Soudan avec le Sud-Soudan, donc il y a cette volonté typiquement impériale
qui rappelle un petit peu la volonté de Richelieu à la fin et de Mazarin à la fin de la guerre de 30 ans, où la France s'est ingéniée après les traités d'Osnabrück et de Münster, ce qu'on appelle les traités de Westphalie, à avoir le maximum d'États allemands. Donc c'était une espèce de pulvérisation, vous saviez, vous avez les électeurs du Saint-Empire, et en réalité, vous êtes évidemment, si vous avez un pays uni face à une poussière d'États, vous êtes le maître. Donc je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ça que les dirigeants chinois ont à l'esprit, et puis bon, ils ont cet ambassadeur de Chine en France, qui s'est déjà fait remarquer d'ailleurs par des déclarations qui parfois sont un petit peu à l'emporte-pièce, ce qui est assez rare pour les Chinois, mais la diplomatie chinoise est de plus en plus vindicative, et je pense que là, à mon avis, il aurait mieux fait de faire un interview en chinois, et puis avec un interprète qui aurait peut-être mieux précisé sa pensée. Enfin. Alors on va passer à la guerre en Ukraine maintenant. On va parler du rapport d'Amnesty International qui accuse l'Ukraine d'avoir mis en danger des civils en entraînant des frappes russes sur des zones peuplées par ces civils. Ce rapport a fait l'effet d'une bombe puisque cette organisation a été accusée de faire le jeu du Kremlin. Et cela a même débouché sur la démission de la représentante d'Amnesty en Ukraine. Mais pourtant on avait souvent tendance à accuser Amnesty d'être pro-atlantiste. Donc c'est assez étonnant de l'avoir accusé les Ukrainiens. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelles leçons on peut tirer de cette affaire? Est-ce qu'il y a un changement d'idée par rapport à ce conflit? Est-ce qu'on relativise plus les choses maintenant? Alors, je pense, effectivement, je suis comme vous, j'ai fait d'ailleurs des tweets là-dessus pour m'en étonner. J'ai fait partie des gens qui ont été surpris, non pas par l'information, parce que le fait que les Ukrainiens, que l'armée ukrainienne utilise des paravents civils, des centres commerciaux, des immeubles d'habitation pour y installer des matériels militaires et des soldats, c'est documenté, et pas seulement par la partie russe. Les Russes le disent depuis des mois et même des années, mais même vous avez des documents qui ont été faits au cours des années, parce que cette affaire ukrainienne, on fait comme si tout avait commencé le 24 février. Non, il y a eu, depuis 2014, il y a eu des exactions commises par le régime de Kiev à l'encontre de la partie sud-est du pays, des russophones et russophiles, qui est tout à fait documentée. Il suffit de le lire. Il y a des documents de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, que j'ai vu, qui datent de 2016-2017, et qui disaient justement ça. Ils disaient exactement ça. Donc ça veut dire qu'à l'Élysée, on le sait, on sait les exactions qui ont été commises. Alors ce qui est nouveau, c'est que effectivement, Amnesty International, après quand même un certain nombre de mois d'attente, d'un seul coup a sorti ce truc. Donc du point de vue de l'information, les gens qui connaissent le dossier ne sont pas surpris. Il y a même France Info, je crois, qui il y a un mois ou deux, avait envoyé eux-mêmes des journalistes, avaient déjà dit la même chose. Mais ce qui est effectivement surprenant, c'est la question que vous posez, c'est que derrière Amnesty International, il faut toujours regarder qui finance. Et qui finance Amnesty International? Vous trouvez la NED, le National Endowment for Democracy, qui est un faux-né de la CIA. Vous avez l'Open Society de George Soros. Vous avez donc les intérêts de l'État profond américain des services de renseignement. Alors, et vous avez l'Union européenne aussi au passage. Donc, ou bien c'est une décision sponte sua, comme on dit, spontanée, qui a été prise par les dirigeants d'Amnesty. Je n'y crois pas compte tenu du sujet extrêmement explosif. Donc je pense que c'est volontaire. Et je pense que c'est une volonté peut-être de calmer un petit peu les ardeurs du président Zelensky, ou peut-être de commencer à pointer le pouce vers le bas. Vous savez, comme les empereurs romains qui décidaient de la mort. Parce que voilà, moi, on va voir la suite des événements, mais cette révélation d'Amnesty s'est accompagnée d'articles ou de reportages sur CNN, sur quelques grandes chaînes de télévision américaines, où d'un seul coup, on commence à changer à 180 degrés le narratif. Ce qui, moi, me fascine dans le monde d'aujourd'hui, il y a un vrai problème avec les journalistes, je le dis comme je le pense.
il n'est pas normal d'avoir une espèce de son mono dans tous les médias de France. Je vous remercie de m'inviter, mais vous êtes connu pour avoir quand même justement votre franc-parler. Vous êtes d'ailleurs taxé aussitôt évidemment d'extrémiste, mais vous êtes une des rares exceptions qui fait le métier de journaliste, c'est-à-dire d'essayer de tendre son micro, d'avoir les différents points de vue. Donc il y a eu une espèce de matraquage de ce que l'on appelle maintenant le narratif. Et donc les journalistes ne sont plus comme ils devraient l'être conformément à la charte de Munich de 1971. Ils devraient rechercher la vérité et la dire quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, à tout instant, ils doivent chercher ce qui est la vérité. Et ça avait été la grandeur du journalisme dans les années 70, notamment aux États-Unis. Les Américains avaient un journalisme très inquisitorial. La guerre du Vietnam, elle a été largement perdue aux États-Unis même par le revirement de l'opinion publique au vu des reportages des journalistes. L'affaire du Watergate contre Nixon, c'est bien des journalistes qui ont... Alors, il y avait peut-être par ailleurs des pressions, c'est possible. Mais or maintenant, on a des journalistes qui sont là pour reprendre le narratif officiel. On l'a vu, le journal Le Monde a réagi à ce rapport d'Amnesty International en disant toutes les vérités sont peut-être pas bonnes à dire. C'est incroyable. C'est une violation frontale de la charte de Munich de 1971, dont je rappelle qu'elle fixe le code de déontologie des journalistes et qu'elle a été rédigée par des journalistes occidentaux, américains, allemands, etc., anglais, dans les années 70, 71, au moment de la guerre du Vietnam, d'ailleurs. Donc, on a maintenant des médias qui récitent un narratif. Le problème, c'est que lorsque les donneurs d'ordre décident de changer de narratif, d'un seul coup, vous avez les médias qui sont obligés de faire une contorsion. Alors, moi, je me mets parfois à la place des Français, parce qu'on leur a dépeint Zelensky comme une espèce de héros. Il y a des gens qui l'ont comparé à Churchill, il a fait défiler tout Hollywood, etc. Puis d'un seul coup, on dit aux Français dans les grands médias, ce que d'ailleurs toute personne honnête, qui cherche honnêtement les bonnes informations, peut découvrir sur Internet depuis des mois, c'est que Zelensky, c'est un homme extrêmement corrompu, et son nom a été cité de nombreuses fois dans les Pandora Papers. On sait quelles sont les villas qu'il a notamment, j'avais fait d'ailleurs un tweet là-dessus avec les photos sur sa villa en Toscane qui vaut 4 millions d'euros. Il a des biens également à Londres, il a des biens un petit peu partout. Certains estiment qu'il a une fortune qui se chiffrerait en centaines de millions de dollars, je ne sais pas si c'est exact. Enfin, bon, d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas très reluisant, et puis on s'aperçoit aussi que ce que disent les Russes, je ne dis pas que les Russes disent forcément non plus toute la vérité dans un conflit. Il y a toujours la vérité est toujours la première victime, comme on dit. Mais lorsque les Russes disent qu'il y a quand même des néo-nazis, la vérité c'est oui, c'est exact. Il y a un véritable passé nazi en Ukraine, et même encore présent. L'Ukraine étant, comme vous le savez, un pays composite qui a été fait par Staline, en fait, avec des morceaux de population qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà. Et donc tout le nord-ouest du pays est occupé par des polono-lituaniens, si je peux dire, du côté de Lvov jusqu'à Kiev, donc tout le nord-ouest, qui détestent les Russes. Qui ont été intégrés dans cette République socialiste soviétique d'Ukraine, et tout le sud-est est peuplé de Russes. Donc, je ne parle pas des petits morceaux qui viennent de la Ruthénie, de Hongrie ou de Roumanie. Donc vous avez cette espèce d'hostilité fondamentale aux Russes, qui fait que lorsque Hitler, d'ailleurs, avec l'opération Barbarossa, est entré en Union soviétique donc à l'été 1941, il est entré comme dans du beurre, parce qu'il est entré notamment par l'Ukraine, la partie polono-lituanienne, qui a accueilli comme des libérateurs les nazis. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Waffen-SS ukrainiens, mais ukrainiens de cette partie-là. Et vous avez aussi, dans les camps de concentration, dont les camps de la mort, dans les camps d'extermination nazis, vous aviez un certain nombre de gardes ukrainiens, mais de cette partie-là. Et donc, ce clivage a été mis sous l'étouffoir pendant la période soviétique. Et puis maintenant, il est réapparu. Donc, les Russes, quand ils pointent le passé pro-nazi d'une partie des Ukrainiens, malheureusement, ils ont raison. Et pendant
jusqu'à maintenant, en fait, le président Zelensky jouait sur l'image, beaucoup. J'avais une question sur la couverture du magazine Vogue. Oui. Ça a marché pendant un temps. Il a réussi par la communication à avoir des soutiens. Est-ce que maintenant, avec ce rapport, avec effectivement quand même cette couverture de magazine qui a quand même choqué, puisqu'il ne faisait pas tellement chef de guerre sur l'image, et puis des stars qui sont passées chez lui aussi pendant le conflit, est-ce que maintenant ça commence à sonner faux? Est-ce que... Oui, alors je pense... Est-ce qu'il est en mauvaise posture maintenant pour négocier? Oui, je pense, mais encore une fois, je pense que c'est... Je pense que c'est pas quelqu'un d'autonome, c'est un agent. Il est le représentant des intérêts géopolitiques américains en Ukraine. Je pense qu'il peut à tout moment, les Américains peuvent le laisser tomber comme une vieille chaussette, comme ils ont laissé tomber comme des vieilles chaussettes Oussama Ben Laden, qui était un agent de la CIA, Noriega, le président du Panama, le Shah d'Iran, qui avait servi des intérêts américains en Iran pendant des années, lorsqu'il y a eu la révolution. Rappelez-vous, enfin, je n'étais peut-être pas né, mais moi je me rappelle très bien, ça avait quand même été extrêmement choquant. C'est que le Shah d'Iran, qui était cancéreux, qui était en fin de vie, qui avait servi les intérêts américains en Iran d'une façon incroyable, il y a la révolution, il s'en va de Téhéran et il n'a trouvé comme lieu pour se poser que l'Égypte. À l'époque, c'était Anwar el-Sadat, le président, qui était fidèle à une certaine tradition arabe et musulmane d'hospitalité, mais les Américains le président Carter, alors que c'était leur agent, il a toujours refusé même qu'il aille se faire soigner son cancer aux États-Unis. Donc les Américains sont des gens qui sont, enfin le gouvernement américain, je ne parle pas du peuple américain, mais les dirigeants américains ne voient toujours que leurs intérêts, et s'il faut laisser tomber Zelensky, laisseront tomber Zelensky. Moi, à mon avis, ce qui se passe depuis maintenant une dizaine de jours, ce rapport Amnesty International, je ne pense pas qu'il ait pu être sorti sans l'aval de la National Endowment for Democracy, de George Soros. Voilà, je pense qu'il y a des gens quelque part qui ont voilà. Alors en plus de ça, il y a une information qui est restée un peu sous le boisseau, mais qui est très intéressante, c'est que on a appris que Zelensky a retiré la nationalité ukrainienne à 8 oligarques, dont notamment le fameux Koloïmovski, qui chapeautait tout ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une lutte d'influence dans l'entourage de Zelensky? Parce que là, il s'est attaqué à des très gros poissons. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il aurait appris qu'on allait le remplacer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me paraît certain, c'est que là-dedans, il ne fait que ce que demandent les États-Unis. Voilà. Et si les États-Unis estiment qu'il faut arrêter, d'une façon ou d'une autre, il y aura une révolution de palais, ou il y aura un drone, ou je ne sais pas quoi. Donc moi, je serai à la place de Zelensky, je ferai très attention à la suite des événements. Ce qui est vrai, c'est que je pense que les Français doivent comprendre quelque chose. Et là, vraiment, je m'adresse, par votre intermédiaire, les gens qui vous regardent, les Français qui regardent, qui lisent votre média ou qui viennent voir sont des gens qui sont peut-être plus politiquement conscients et à la recherche que le très grand public qui va sur TF1, sur BFM TV. Je pense que c'est comme les gens qui viennent sur UPR TV. On a vraiment des gens, parce qu'en France, quand même beaucoup de gens qui ne se satisfont pas de ce que l'on entend. Et donc je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. Il faut absolument qu'ils fassent comprendre autour d'eux que désormais, j'en parlais tout à l'heure, mais j'y reviens, on ne cherche plus la vérité en Occident, on impose des narratifs. Le narratif, c'est un mensonge, en fait. Lorsque Poutine dit que l'Occident est devenu l'empire du mensonge, je suis désolé, il n'y a pas forcément tort, parce que d'un seul coup, en 48 heures, on va d'un seul coup apprendre que Zelensky, il est bon à acheter aux chiens, etc. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que cette zone du narratif occidental ne concerne en fait que les pays de l'Union européenne, disons les pays de l'OCDE, on peut y ajouter la Corée et le Japon, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais ça ne concerne pas l'Amérique latine, l'Afrique, le sous-continent indien, la Chine, la Russie. Et donc ce qui fait que lorsqu'on a dit aux Français que la Russie était totalement isolée, non, c'est l'Occident qui est de plus en plus isolé. Et ça, il faut faire très très attention, parce que je pense qu'on est en train de vivre
des événements d'une exceptionnelle gravité, en tout cas d'une très grande importance historique, qui est que progressivement l'Occident est en train de s'isoler du reste du monde, et on voit des amitiés tout à fait inattendues qui apparaissent, comme par exemple le rapprochement du président turc Erdogan avec Poutine. C'est un sujet d'une très très grande importance, hein, parce que si maintenant la Turquie accepte les paiements par la carte de paiement MIR, carte russe, font des paiements en roubles, si progressivement les BRICS développent une monnaie, des échanges en roubles ou en yuan, et comment dirais-je, un mécanisme d'échange financier internationaux un peu comparable à SWIFT pour qu'est-ce qui va rester à l'Occident? Justement, on va revenir sur la Turquie, mais avant ça, je voulais parler des sanctions occidentales contre la Russie. Les pro-Kremlin prétendent que la Russie ne s'est jamais aussi bien portée. Est-ce que vous pensez que ce narratif, comme on disait, est vrai, est potentiellement vrai? Et deuxièmement, à quoi la France doit s'attendre en tant que retour de bâton? Qu'est-ce qui va nous arriver, dit-on, là-dessus? Alors, je ne sais pas si on peut dire que la Russie s'est jamais aussi bien portée. Je pense qu'il y a un effet des sanctions quand même sur certains aspects. Par exemple, j'ai vu que sur, par exemple, les pièces détachées pour les appareils, les Boeing ou les Airbus qui ont été vendus à la Russie, ils sont en train de faire du cannibalisme en utilisant, comme on dit, hein, c'est prendre des pièces détachées sur des appareils. Je pense qu'il y a ici ou là quelques problèmes quand même. Il ne faut peut-être pas non plus exagérer. Mais ce qui est certain, c'est que globalement, c'est incroyable. Enfin, la Russie s'en sort extraordinairement bien. Elle s'en sort très bien d'abord avec les prix des hydrocarbures, puisque donc l'Union européenne est obligée d'acheter des hydrocarbures comme ça ne s'invente pas. Elle est obligée en fait d'acheter du gaz ou du pétrole qui transite par la Turquie ou par l'Inde ou par le Qatar ou les Émirats ou l'Arabie, je ne sais pas, et qui prennent leur dîme au passage. Notamment l'Inde a augmenté considérablement ses achats de brut pour le revendre avec le label Inde à l'Union européenne. Donc du coup, ça fait flamber les prix. Et si j'ai bien compris, en fait, Vladimir Poutine, il vend à peu près autant de gaz et de pétrole qu'avant, mais en se faisant des sommes extraordinaires, des dizaines et dizaines de milliards de dollars. Donc ça, c'est la première résultante. La deuxième résultante de ces sanctions stupides, c'est que il en tire les conséquences. Déjà, les sanctions qu'il y avait eu après la Crimée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a lancé des programmes de développement de l'agriculture, notamment des céréales en Russie, etc., et de développement aussi de la culture du champagne en Crimée, etc., et qui se substituent, en fait, aux productions occidentales. Troisièmement, si vous voulez, vu du reste du monde, est-ce que vous croyez que l'Occident apparaît sympathique? L'Occident apparaît, l'Union européenne, c'est Madame von der Leyen. Madame von der Leyen, qui est par ailleurs une femme extrêmement corrompue de notoriété publique, et qui de notoriété publique n'est pas non plus très très maligne. Madame von der Leyen, qui s'arroge des pouvoirs que les traités ne lui donnent pas d'ailleurs, et qui passe son temps à sanctionner, on en est 7e train, mais d'ailleurs, vu du reste du monde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que vous croyez que vous vous rendez sympathique lorsque vous sanctionnez? Non, vous vous rendez antipathique au reste du monde, et alors en plus de ça, vous vous rendez grotesque si le reste du monde découvre qu'en fait, vous êtes tiré une balle dans les deux pieds. Parce que je crois qu'en effet, il va y avoir un grand rendez-vous cet automne et cet hiver, parce que le gaz ou les hydrocarbures risquent de manquer, et donc on risque d'avoir un hiver à la fois glacial et très chaud socialement et politiquement. Un peu partout, on voit des manifestations, comme aux Pays-Bas par exemple, des manifestations de populations qui protestent. Ce que je voudrais aussi dire dans cette histoire, c'est que on présente le narratif, c'est toujours le narratif, ce serait le combat des démocraties contre les autocraties, etc. Je ne vais pas dire que
Vladimir Poutine, c'est un champion de la démocratie, que Xi Jinping, etc., ou que Erdogan. Quoique Erdogan, prochaines élections, il risque d'être... Il y a quand même des élections, hein, y compris en Russie. Bon, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que on fait croire aux Français que la démocratie, c'est le pluripartisme et les élections. Non. Je signale d'ailleurs que contrairement à ce que les Français croient, il y a plusieurs partis qui se font concurrence dans des élections en Turquie, en Russie, même en Chine. Il y a de nombreux partis, des partis notamment ethniques. Alors je vois aussitôt des gens qui vont rigoler en disant oui, mais d'accord, mais bon, c'est des élections truquées. Et en France, moi je suis quand même bien placé pour voir comment sont organisées les élections en France. Comment en 2017, M. Macron a été catapulté à l'Élysée, il avait 24-25% de taux de part de marché, si j'ose dire, il a eu 160 ou 180 couvertures de magazines, votre serviteur, il a eu 0,8% et il a eu 0 couverture. Alors il y a des gens qui ricanent en disant oui, mais regardez, vous faites 0,9%, bien sûr, mais comment est-ce que vous pouvez être élu lorsque les gens ne vous connaissent pas ? Moi, je me vois que quand je me balade dans Paris, grâce notamment à notre chaîne UPR TV, on fait des scores très importants. Il y a quand même beaucoup de gens qui me reconnaissent, mais quand je vais dans ma campagne, dans la Nièvre, les gens ne me reconnaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Donc comment voulez-vous que les Français, je vois des gens qui disent oh là là, on a vraiment une classe politique qui est nulle, c'est pas possible, on n'a pas le choix. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit finalement on va voter Macron parce que c'est le meilleur. Non, c'est parce qu'on leur a caché d'autres personnes qui aurait pu faire mieux. Moi, j'estime, c'est très immodeste de ma part, de dire que j'estime que si j'étais à la place de Macron, je vais vous assurer que la France serait changée du tout au tout, et en bien, parce que Macron est en train de détruire le pays. Donc, moi, cette histoire selon laquelle ça serait le combat des démocraties contre les autocraties, oui, il y a sans doute plus de liberté individuelle en Europe occidentale, mais ça change à toute allure. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec l'affaire de la Covid, on l'a vu avec ces menaces constantes sur la surveillance sociétale. Donc moi déjà je ne reconnais plus mon pays, mais je voulais dire ceci, c'est que c'est un peu vite fait que de dire que c'est les démocraties. Moi j'estime que la France n'est plus vraiment une démocratie. D'ailleurs il y a un classement international, vous avez vu, c'est maintenant la France a été classée dans les démocraties imparfaites, et moi je voudrais dire ici quelque chose qui me choque plus que tout, j'ai d'ailleurs fait des tweets sur le sujet, c'est que M. Macron décide tout seul. Sur des sujets comme la co-belligérance avec la Russie, avec l'Ukraine contre la Russie. On est en train d'entraîner le peuple français dans un risque de guerre frontale avec la Russie, la première puissance nucléaire mondiale. Et ceci se fait en piétinant la Constitution, parce que dans la Constitution française, il y a un article qui est l'article 35, qui précise que la déclaration de guerre doit être approuvée par le Parlement. Alors, il n'y a plus de déclaration de guerre, que l'envoi de troupes à l'étranger, on ne dit pas forcément contre la Russie. Actuellement, il y a des troupes françaises en Estonie, en Roumanie, c'est bien à l'étranger. Et bien que ceci doit être, au bout de 3 jours, il doit y avoir un débat éventuel au Parlement. Je ne crois pas que ça a été fait. Et l'article 35 précise que si, au bout de 4 mois après qu'il y ait des troupes françaises à l'étranger, il doit y avoir un accord. C'est le Parlement qui doit dire si on continue ou pas. Moi, je n'ai vu aucun débat au Parlement français. C'est-à-dire que M. Macron, tout seul, il fait du jet ski, mais pendant ce temps-là, il envoie les Français avec un risque d'entrer en guerre. Est-ce que les Français sont d'accord ? Est-ce que les Français sont d'accord pour détruire leur niveau de vie, comment dirais-je, se geler cet hiver, avoir des prix des hydrocarbures, etc., qui flambent? Tout ça pourquoi? Tout ça parce que il faudrait que l'Ukraine, dirigée par un régime corrompu avec des affinités néo-nazis, entre dans l'OTAN à la demande pour les intérêts géopolitiques américains. C'est ça la vérité. C'est pas les histoires, si vous voulez, sur les démocraties. Bon, ça va. Les gens qui me disent ça, je leur dis, ah, tiens, et le Bahreïn, et le Qatar, et l'Arabie Saoudite, que l'on soutient à bout de bras, ce sont des grandes démocraties. Bon, non. Ça, c'est ce qu'on raconte dans les médias.
Mais malheureusement, la géopolitique, les intérêts des nations est derrière, est très 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 important et très grave. Là, nous sommes lancés dans une politique qui est, je n'hésite pas à le dire, et je crois qu'il y a de plus en plus de Français qui s'en rendent compte, qui est démente. Voilà. Il faudrait en priorité, alors moi je me demande ce que fait le Rassemblement national, la NUPES, le RFI, les LFI, etc. Il devrait exiger qu'il y ait un débat au Parlement sur ces questions pour donner le feu vert ou pas, pour que l'on continue à avoir des troupes en Roumanie ou à quelques kilomètres de la frontière russe, et pour être, est-ce qu'on est d'accord ou pas, pour envoyer des armements qui nous coûtent d'ailleurs très cher, que l'on envoie aux Ukrainiens, qui d'ailleurs, une partie d'entre eux se retrouvent sur le black market, sur le marché noir, et donc on risque dans les années qui viennent d'avoir des terroristes qui tirent avec du matériel qu'on aurait envoyé en Ukraine, qui est le lieu de tous les trafics. Alors maintenant, on va parler de la Turquie, on l'a évoqué tout à l'heure, qui effectivement se rapproche de la Russie, notamment qui avant ça a été très, très tendu avec la Russie par rapport au théâtre syrien, et qui désormais se rapproche de la Russie alors qu'elle fait partie de l'OTAN et que l'OTAN est de l'autre côté du champ de bataille. Comment expliquer ce rapprochement stratégique, sachant que ça va à l'encontre de l'Alliance Atlantique, et quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'entrée de la Suède et de la Finlande Alors, je vois que vous connaissez bien les dossiers. Alors, un mot déjà, c'est que historiquement, il y a un antagonisme foncier entre le monde turcophone et le monde orthodoxe russe. C'est un conflit de civilisation. La prise de Constantinople en 1453 par les Osmanlis, c'est ce qu'on appelle les Ottomans, Mehmed II, donc le 29 mai 1453, ça marque la fin du Moyen-Âge dans l'histoire du monde, et ça marque surtout le fait que la deuxième Rome, la première Rome a été tombée aux mains des Ostrogoths, de Odoacre, qui avait déposé le dernier empereur de Rome, et donc Rome s'était transférée depuis déjà quelques siècles, 2 siècles auparavant, s'était déjà transférée à Byzance, devenue Constantinople, la ville de Constantin. C'est Constantin le Grand qui avait créé cette ville. Et en 1453, elle est prise par les Ottomans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait la nièce du dernier empereur byzantin, Constantin XI Dragazès, qui s'appelait Zoé Paléologue, qui s'était mariée quelques années avant avec Ivan III de Moscovie. Et elle était allée avec ses dames d'Atour, toute sa cour. Et à partir du moment où la chute de Constantinople a été actée, Moscou s'est voulu la troisième Rome. Alors ça, c'est très très important à comprendre. C'est que dans l'esprit, même aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez par exemple que lorsque Poutine est intervenu militairement en Ukraine, il est allé voir la veille Kirill II, le patriarche orthodoxe, qui a béni... voilà. Moi, je sais que j'avais été invité par la Douma de Sébastopol pour fêter le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, c'était en 2015. On avait assisté au défilé dans le port de Sébastopol, et c'était tout à fait extraordinaire, parce qu'on voyait défiler à la fois le drapeau, une réplique du drapeau qui avait été planté sur le Reichstag en mai 1945, cette fameuse photo que l'on connaît. On voyait ensuite le drapeau de la Russie d'aujourd'hui, avec l'aigle impérial. On voyait quelqu'un qui portait le portrait de Staline. Et puis on voyait aussi un char avec le Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ en majesté de la religion orthodoxe. Ce qui d'ailleurs au passage doit être souligné, c'est que Poutine a réussi quelque chose d'assez extraordinaire, un peu ce qu'avait fait Jules Grévy en France avec la Troisième République, c'est que Jules Grévy a réussi à rassembler les Français autour de la République. Parce que tout le 19e siècle en France a été extrêmement chahuté avec des régimes opposés, etc. Et puis finalement, c'est le début de la Belle Époque. Jules Grévy va faire en sorte que les Français se reconnaissent dans le régime de la Troisième République. Et c'est ce que fait Poutine. Poutine, moi j'étais allé en Russie à la sortie de l'ENA, Staline, on ne connaissait pas, c'était interdit de parler de Staline. Il y avait tas de choses qu'on n'avait pas le droit de parler. On n'avait pas le droit de parler de Dostoïevski, de la religion, de Staline, etc. Poutine, il a rassemblé tout le monde. Et donc, il rassemble tout le monde, dont cette filiation orthodoxe. Et donc, a priori, tout devrait l'opposer
à l'Empire ottoman. D'ailleurs, la volonté de Nicolas Ier, le tsar, au milieu du XIXe siècle, c'était justement d'aller reconquérir Constantinople, et c'est lui qui a libéré, enfin qui a enlevé le joug ottoman sur ce qui est devenu la Moldavie, la Roumanie et une partie de la Bulgarie. Et ça a été bloqué par l'Angleterre qui ne voulait pas que la Russie mette la main sur les détroits. Ce sont les Anglais qui ont maintenu le poids de l'Empire ottoman sur Constantinople et les détroits. Au même moment, vous avez, comment s'appelle-t-il, Erdogan, qui lui, que certains appellent le nouveau sultan, qui veut redresser un petit peu l'aura de ce qu'a été l'Empire ottoman, et qui prend des mesures dans ce sens. Vous avez vu, il y a un an, un peu plus d'un an, je crois, il a rendu Sainte-Sophie au culte musulman, alors que sous Atatürk, c'était devenu un musée. Donc il y a une espèce de crispation identitaire à la fois en Russie et à la fois en Turquie. Crispation ou retour aux sources, ça dépend comment on présente les choses, mais pas forcément négatives, fondée d'abord sur des valeurs transcendantes et religieuses. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre dans les événements en cours, c'est que vu de Moscou, comme vu de Pékin, comme vu d'Ankara, comme vu d'un certain nombre de beaucoup de pays d'Afrique, l'Occident, en ce moment, est un pays qui est en train de sombrer dans la décadence, pour ne pas dire le diable. Je peux vous dire que vu de Moscou, vu d'Ankara, tout ce qui est les mouvements LGBT, transgenres, c'est perçu qu'ils regardent ça avec des yeux ronds, quoi. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est politiquement incorrect, mais c'est la vérité. Et de ce point de vue-là, il y a une espèce de solidarité, si j'ose dire, qui apparaît entre des gens qui ont gardé des valeurs transcendantes. C'est important. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu une affaire très importante, c'est que Erdogan, c'est un nationaliste turc, et qui n'est pas une marionnette des États-Unis. Et les États-Unis ont essayé en 2016 de faire un coup d'État pour le virer, pour remplacer un opposant qui d'ailleurs vit aux États-Unis. Bon. Et ça, Erdogan, il l'a entré à la gorge, et voilà. Donc il a compris qu'en fait, les États-Unis voulaient sa fin. Ça n'a pas marché, donc évidemment, qu'est-ce que ça fait? C'est comme lorsque Pelosi va à Taïwan, ça jette Pékin dans les bras de Moscou. Lorsque les Américains essayent de faire un coup d'État contre Erdogan et que ça ne marche pas, ça jette Erdogan dans les bras de Moscou. Bon. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'il s'est aperçu qu'en fait, les Américains étaient des faux amis, étaient des hypocrites. Or, dans l'islam, dans le Coran, il y a tout des développements, il y a même une sourate qui s'appelle Al-Munafiqun, c'est-à-dire sur les hypocrites. Donc, alors qu'il pense, il estime certainement que Poutine est plus franc du collier. Il est brutal, il est plus franc du collier. Et puis troisièmement, il s'aperçoit qu'il y a un intérêt commun, finalement, à lutter contre l'Occident. Donc, je pense que cette affaire turque est très très importante, parce que je rappelle que la Turquie, c'est 86 millions d'habitants. C'est donc, au passage dans l'OTAN, c'est le pays le plus peuplé après les États-Unis. L'Allemagne a 1 million d'habitants de moins. Deuxièmement, derrière la Turquie, vous avez à peu près 250 millions de peuples turcophones que l'on trouve en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, au Turkménistan, au Kazakhstan, etc. Sans compter une diaspora turque un peu partout dans le monde, y compris en Union européenne, puisque vous avez 6 millions de turcophones en Union européenne, notamment en Allemagne. Donc c'est un pays qui est très important et qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc je pense qu'il y a ce rapprochement qui est inattendu, mais qui est fondamental. Et si la Turquie demain entrait dans les BRICS, par exemple, c'est vraiment le monde qui risque de basculer. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'Occident est en train de perdre pied, de s'enfermer. Il y a un nouveau rideau de fer, mais on est du mauvais côté cette fois-ci. Et je suis tellement triste de penser au legs, à l'héritage que nous avait donné De Gaulle. Imaginez que nous ne soyons pas dans l'OTAN. Imaginez que nous ne soyons pas dans l'Union européenne. Nous pourrions avoir des relations avec Moscou, comme d'ailleurs De Gaulle en avait fait avec la grande commission franco-soviétique, avec la Chine, c'était De Gaulle qui avait reconnu la République populaire de Chine. C'était pas que De Gaulle était devenu communiste,
C'était simplement, il appliquait un principe fondamental qui est l'équilibre des nations. Et de la même façon que François Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique contre l'Empire des Habsbourg, s'est trouvé un allié lointain contre celui qui menace votre liberté. La France, en restant dans l'Union européenne et dans l'OTAN, elle est en train de s'enfermer dans un univers qui est jugé comme étant en décadence par beaucoup de pays du monde, mais elle est aussi en train de s'enfermer dans une alliance des pays qui n'ont pas de matières premières. C'est affreux. Nous n'avons pas de matières premières, ni d'hydrocarbures, ni de gaz, ni de pétrole, ni de terres rares, ni de manganèse, ni de molybdium, ni de... On n'a rien. Donc c'est une alliance. Et cette alliance-là, alors les États-Unis, ils ont des stocks stratégiques, mais cette alliance-là, elle est vouée à quoi? Elle est vouée soit à disparaître et à être battue, soit à faire des guerres néocoloniales. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'offensive et l'agressivité occidentale au Sud-Soudan où il y a du pétrole, en Irak, en Syrie, les tracés des gazoducs passant par la Syrie, et puis aussi en Ukraine. Donc tout ça, ça sent les hydrocarbures, et je pense que, alors là vraiment c'est un choix absolument stratégique, et je suis obligé de constater que Macron et la classe politique française en général n'a aucune réflexion à horizon de 20 ans sur ce que va devenir la France. On est en train, j'insiste là-dessus, de s'enfermer. C'est le club des pays vieillissants, sans valeur, enfin ceux qui ont perdu leurs valeurs traditionnelles et qui ont des régimes de plus en plus autocratiques, où la démocratie n'est plus qu'une apparence, qui piétinent leur constitution, le droit international, etc., et qui en plus se réunissent d'une façon agressive parce qu'ils n'ont pas les matières premières. Moi, l'Occident me paraît quand même extrêmement mal parti sur cette lancée. Très bien. Avant-dernier mot sur le Proche-Orient. L'armée israélienne vient de mener une opération à Gaza. Une opération dite préventive pour éviter un hypothétique attentat, disent-ils. Donc voilà, on est à une 50aine de morts du côté palestinien, mais la situation semble revenir au calme. Quelle devrait être, selon vous, la position de la France dans ce conflit qui dure quand même depuis 1948 ? Est-ce qu'on a une place à prendre ou est-ce qu'on doit laisser faire ? Si vous voulez, moi je pense que il en est de ce conflit, comme de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, comme Chine vis-à-vis de Taïwan. La France, elle est quand même maintenant largement disqualifiée. La France de Gaulle était écoutée parce que c'était un pays souverain et indépendant, qui avait bâti sa force de frappe nucléaire indépendante, qui était sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et De Gaulle avait dit, lorsque l'URSS s'effondrera, l'OTAN s'effondrera. De Gaulle s'était trompé d'ailleurs sur ce coup. Il n'avait pas vu en fait la volonté de vassalisation des peuples d'Europe. Donc j'en reviens à mon propos de tout à l'heure. Si la France n'était pas dans l'Union européenne et dans l'euro, nous pourrions avoir des liens, par exemple pour les matières premières, dont je parlais à l'instant, mais aussi nous aurions une audience. Je rappelle qu'en 1968, lorsque il y a eu des débuts de négociations pour sortir de la guerre du Vietnam, lancée par Nixon et Kissinger, pendant des mois, des semaines en tout cas, les différentes parties prenantes, États-Unis, le Sud-Vietnam, le Nord-Vietnam, le Viet Cong, c'est-à-dire les communistes sud-vietnamiens, ont envisagé des tas d'endroits pour se réunir. Tout y est passé. Et finalement, où est-ce que tout le monde est tombé d'accord pour se réunir? C'était Paris. Parce que pour toutes les parties prenantes, Paris, c'était quand même un pays. De Gaulle avait fait le fameux discours en 1966 à Phnom Penh, où il avait mis en garde les États-Unis contre l'enlisement qui les attendait. Donc à ce moment-là, on avait une possibilité de... Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a compris que la France est devenue... Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'économie du Brésil qui a dit il y a 2 jours, qui a dit que la France était devenu un pays insignifiant. C'est affreux, mais c'est d'autant plus affreux que c'est pas faux. On va se taire et regarder. Non, moi je pense qu'il faudrait, moi ce que j'ai dit depuis 15 ans, c'est qu'il faudrait, moi je suis un grand partisan du droit et du droit international. Voilà. Pour ça d'ailleurs que j'avais condamné l'intervention russe, parce que ça a quand même violé le droit international, quoi qu'on me dise qu'il peut y avoir justement les trucs préventifs. Bon, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que les exactions commises par Kiev contre les autorités,
la partie est de son pays, ça violait aussi un certain nombre de principes fondamentaux. Donc là-dedans, moi je suis un partisan du droit. Or le droit indique que l'État d'Israël ne respecte aucune des résolutions. Bon, il y en a des dizaines. Les deux plus célèbres, c'est la résolution 242 de 1967 du Conseil de sécurité qui demande à Israël de se retirer. Alors il y a deux versions, vous savez, la version anglaise, la version française, il y a une ambiguïté, c'est des territoires occupés ou deux territoires occupés. En attendant, c'est pas du tout ce qu'a fait Israël. Il y a la résolution 338 en 73. Donc je pense que l'État d'Israël devrait... Et son sponsor, son mentor, c'est-à-dire les États-Unis, quand même imposer une solution pour qu'il y ait un minimum du respect du droit international. Voilà. Cela étant, je ne méconnais pas non plus la situation. Gaza, c'est un véritable chaudron à ciel ouvert. Et il y a aussi, bien sûr, des exactions qui sont commises venues de Gaza. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de bonne solution. Ça revient malheureusement régulièrement. Il faudrait qu'il y ait vraiment, je pense, un arbitrage international qui impose vraiment, mais ça voudrait dire que les pays, les États membres du Conseil de sécurité comme membres permanents imposent une politique. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour, en fait. Voilà. Et enfin, et on arrêtera là-dessus, le Premier ministre Elisabeth Borne a prévenu les Français que la situation énergétique allait devenir compliquée pour cet hiver. Et on a aussi la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, qui en mars parlait du gaz russe et avait conseillé à chacun de raccourcir ses douches et de dire en coupant l'eau, prends ça Poutine. Donc, est-ce que c'est des avertissements et des conseils qui sont pertinents, sachant qu'on a quand même un pays où le parc nucléaire a toujours su assurer l'indépendance énergétique du territoire. Est-ce que cet hiver, on va vraiment avoir froid? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça dépend vraiment du conflit Alors, on dit par ailleurs que les stocks auraient été reconstitués à 80%, donc peut-être que le pire n'est jamais sûr. Mais là-dedans, il y a quand même plusieurs choses dans votre question. Tout est important dans ce que vous venez de dire. La première chose, c'est que vous auriez pu ajouter au florilège les déclarations de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a dit aussi qu'on allait souffrir ici. C'est qui ces gens ? Qui sont ces gens pour décider que les peuples d'Europe vont se geler cet hiver? Madame von der Leyen n'a été élue par personne. Qui sont ces gens? Normalement, les européistes, ce sont des libéraux qui croient dans le capitalisme, dans la libre concurrence, etc. Et également dans le jugement du marché. Si vous aviez un président d'un grand groupe qui venait devant ses actionnaires, réunions des actionnaires, en expliquant qu'il a perdu son chiffre d'affaires a baissé de 15% et que la dette a explosé, les actionnaires, ils le virent dans la minute. Ils en changent. Là, nous avons affaire à des gens qui sont irresponsables au sens profond. Ils ne répondent pas de leurs actes. Je suis désolé, les décisions qui ont été prises par un tout petit comité, Madame von der Leyen, Charles Michel, le type qui s'occupe de politique étrangère, 2-3 chefs d'État, et puis bien sûr l'oncle Sam qui était derrière pour piloter l'affaire, ils ont pris ça dans le dos des peuples, ils nous ont entraînés dans un conflit qui ne nous regarde pas plus la Chine et Taïwan que la Russie et l'Ukraine. On a déjà suffisamment à faire. Hein. Quand je vois maintenant, j'ai même vu le chef d'état-major de la marine nationale qui explique que oui, on pourrait battre la Chine au point de vue en termes navals. Je veux dire, il y a un problème. Enfin, je veux dire, on a une armée qui est subclaquante. Nos navires sont tout à fait sous-équipés. Et en France même, on n'est pas capable de surveiller l'arrivée par la Méditerranée, et on n'est pas capable de faire régner l'ordre au Stade de France. Et on voudrait aller faire la guerre à la première puissance nucléaire mondiale, qui est la Russie. Enfin, à un moment, j'ai dit, on est dirigé par des dingues.
Bon, alors, normalement, il devrait y avoir eu, dans tous les pays d'Europe, un débat, et puis, j'en parlais pour la France, c'est absolument scandaleux ce qui se passe. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une autocratie, une macronocratie, c'est Macron qui décide de tout. Bon, et je suis désolé, tout ça me paraît aller dans le mur. Alors, c'est la première chose, j'estime qu'il va y avoir une colère populaire, je pense, et elle sera justifiée, parce que les Français, demandons aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour vous geler cet hiver, pour payer des factures astronomiques, pour prendre une douche par semaine, pour que l'Ukraine puisse, le régime de Zelensky puisse entrer dans l'OTAN? Mais 98%, peut-être pas 98% parce qu'il y aura des gens qui se laisseront influencer, il y aura bien 70% des Français qui diront c'est pas nos affaires, c'est pas nos oignons. D'ailleurs, c'est dans le droit international, on ne doit pas s'occuper des affaires intérieures des autres États. Bon. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est incroyable. Enfin, on est dirigé par des crétins. Parce qu'on a l'impression que le monde occidental croyait vraiment que Poutine n'avait pas vu le coup venir. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il avait prévu depuis belle lurette. Lorsqu'on a vu, il y a des indices qui ne trompent pas quant à la panique. Il y a eu, vous savez, il a été décidé qu'il n'y aurait pas, que les échanges SWIFT seraient débranchés, etc., et que les banques pourraient plus. Puis après ça, ils ont fait machine arrière dans l'Union européenne, en disant si, il y a quelques banques qui pourront quand même le faire, parce que c'était pour acheter des hydrocarbures. Et puis j'ai pas rêvé, au mois de mars, on nous expliquait qu'on allait boycotter le gaz, et d'ailleurs, on n'allait pas faire marcher Nord Stream 2. C'était une rétorsion. Et maintenant, les mêmes se plaignent que Poutine ne veut plus leur vendre de gaz en disant c'est un scandale, il fait du chantage. Enfin, Poutine fait ce que Mme von der Leyen voulait faire, c'est-à-dire ne plus acheter de gaz. Mais on est dirigé par des dingos. La cerise sur le gâteau, c'est que vous savez que les livraisons de gaz qui passent par Nord Stream 1 passent par l'Ukraine. Et que l'Ukraine prend un pourcentage au passage qui est tout à fait significatif. Et que les Ukrainiens continuent. J'aimerais d'ailleurs savoir d'où les Ukrainiens tirent leur gaz. Peut-être qu'ils l'achètent aux Russes. C'est-à-dire que maintenant, M. Zelensky, qui est quand même, effectivement, avec sa couverture sur Vogue, les gens quand même ont commencé à comprendre que tout ça c'était de la blague. Alors maintenant, il envoie sa femme. Vous avez vu la première dame. Déjà, rien que le terme même de première dame qu'on nous impose en France, il n'y a pas de première dame. C'est un truc d'origine américaine. Je peux vous assurer que sous De Gaulle, on ne disait pas de Tante Yvonne que c'était la première dame. Et il n'y avait pas en permanence des reportages sur ses tenues, sur ses robes et tout. Non, c'était la vie privée du chef de l'État et il n'y avait qu'un seul chef d'État. Actuellement, Madame Macron n'a été élue par personne. Voilà. Et semble-t-il qu'elle prend des positions, des décisions absolument extravagantes. On est dans une dérive monarchique terrible. Les mêmes qui n'ont que les valeurs républicaines à la bouche sont en fait des gens qui nous entraînent dans une dérive monarchique avec des décisions du fait du prince qui piétinent la Constitution. Donc, pour en revenir à ce que je disais, nous avons des décideurs dans l'Union européenne qui n'ont pas vu le coup d'après. Voilà. Et qui nous ont entraînés. Ils voulaient faire un boycott, et puis en fait, le boycott, c'est Poutine qui l'impose, et maintenant ils protestent contre le boycott. C'est pas sérieux. On a vraiment l'impression, je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse et même un peu d'angoisse, hein. Vraiment, je pense que le monde occidental file un mauvais coton, comme disait ma pauvre grand-mère, et je pense qu'il faudrait vraiment que les Français se sortent de ces narratifs qu'on leur raconte, ce lavage de cerveau permanent qu'ils ont dans les grands médias, et puis se disent, il faut envoyer balader tout ça. Parce que je me permettrai peut-être de conclure sur cette petite touche de politique intérieure, politique politicienne. Qu'est-ce qu'on voit au Parlement français ? On voit des gens qui se battent pour savoir s'il faut porter une cravate ou pas de cravate. Est-ce que LFI, parce qu'ils ont dit ci ou ça, est-ce qu'ils sont antisémites? Est-ce que qui va l'emporter au Rassemblement national entre M. Bardella et M. Alliot? Mais c'est minable. Est-ce que les gens se rendent compte qu'on est peut-être le 28 mai 1453, peut-être que l'ensemble de l'Occident est au bord d'un effondrement général. Il faut donc que les Français se rendent compte que la solution politique en France, je pense qu'elle n'est pas au Parlement. Et moi, je suis
à la fois désolé et confirmé dans la justesse de ce que je défends par le fait que en 2022, M. Bayrou s'est attribué le pouvoir de donner des parrainages. Incroyable. Là aussi, c'est incroyable. Il avait collecté des parrainages. Je l'ai eu personnellement au téléphone. Il a donné des parrainages à M. Poutou. Et moi, il ne me les a pas donnés. Voilà. C'est-à-dire que je suis perçu certainement comme quelqu'un de plus dangereux. Pourquoi ? Parce que je dis les choses telles qu'elles sont. J'espère de coller à la réalité. Et puis, je fais mien aussi ce joli proverbe chinois qui dit « Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison ». Voilà. Ça fait 15 ans que l'UPR existe, 15 ans que l'on essaie de me cacher sous le tapis, je fais l'objet d'une censure inouïe sur tous les médias. On a quand même fait 1,2% aux élections européennes. Donc normalement, la simple application d'une règle de 3, je devrais être invité une fois tous les 15 jours sur des très grands médias. Je ne le suis absolument jamais. Le CSA qui est devenu Arcom, on est allé les voir une demi-douzaine de fois. À chaque fois, ils ont botté en touche. Donc toutes les institutions, tous les contre-pouvoirs de la société française ont disjoncté. Il ne reste maintenant que les samizdat, si j'ose dire, c'est-à-dire les Datsbao, comme on disait en Chine, c'est-à-dire Internet, qui permet de faire vaciller cette flamme de la résistance. Mais une chose est certaine, c'est que je pense que les événements vont se précipiter, ça ne va pas encore durer des siècles, ni même des décennies, ni même... Je pense que dans les mois qui viennent, on peut avoir des grands bouleversements politiques. Très bien, je vous remercie monsieur. Merci beaucoup. Très instructif. Et une prochaine fois peut-être. Bien sûr.